le monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films. Et vous levez votre cul parfois? Non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. C'est bien, refaites-le bien. Bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui, attendez, c'est la sortie, c'est l'émission qui a parlé de Avatar 2. Après 13 ans d'absence, les amis, Avatar 2 aujourd'hui, un immense film dont on va vous parler pendant une bonne partie de l'émission. Ça nous tient particulièrement à cœur, c'est un film, sans spoiler pour l'instant nos avis, qui est, je pense, pour tout le monde, un très beau, très grand film. Et puis on va enchaîner de suite avec les présentations, le tour de table, parce que je ne pouvais pas ne pas parler d'Avatar avant de parler à Mathéo, qui est à ma gauche ce soir. Mathéo, comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, hein. Donc émission sur les films d'actu, on va parler d'Avatar et d'autres films bien sûr. Bien sûr. Donc Avatar film événement, et je pense que ça va être intéressant, la discussion qu'on va avoir dessus. Nathan, ce soir, comment tu vas ? Bah ça va très bien, et toi ? Mais moi ça va super bien parce qu'on parle de Avatar. Bah nous sommes ravis, et je n'ai pas vu Avatar, du coup ça me fait vraiment chier parce que je T'es ne le pourrais pas seul en à pas parler, l'avoir et je vu. déteste ne pas parler en plus. C'est vrai. C'est vrai que tu n'as pas vu Avatar. Ah, l'autre aussi est vérifiable, je pense. Hein. Bleu, comment tu vas ? Bah ça va super, on va parler d'un film que j'attends depuis très très longtemps, du coup, depuis C'est vrai. mon enfance, mon adolescence, donc je suis ravie. C'est vrai. Gaston ? Moi, je suis très heureux de la sortie de cet Avatar 2, même si c'est pas effectivement l'événement culturel de cette semaine, parce qu'il y a le nouvel album de Jul aussi, Cœur Blanc, qui est quand même le vrai événement culturel de cette semaine, mais c'est sûr qu'Avatar 2, c'est au moins le deuxième en termes d'importance, et je suis très heureux de l'aborder, quoi. Jules est quand même beaucoup plus productif que James Cameron, hein. Je suis Ouais. désolée, Oui, mais... c'est vrai. on va se calmer, Un film tous les 13 ans, c'est pas trop une recette qui C'est est ça. incroyable non plus. Je veux dire, 25 Après, albums quand- de Jul hein, dans l'intervalle, mais quand après même. quand Hein. tu fais 3 milliards d'entrées et 3 C'est milliards ça, de chiffre ça d'affaires, va. ça va. Ouais, ça va. devrait aller, ça Ça devrait va aller. aller. Bon bah du coup on va attaquer direct, hein. Donc petite bande annonce, extrait de Avatar 2, La Voix de l'eau. C'est parti. I know one thing. Wherever we go, this family is our fortress. Donc je vais vous faire le synopsis d'Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc Jack Sully, le héros du premier épisode, a désormais bâti sa vie sur Pandora avec Neytiri, sa compagne. Il a eu 4 beaux enfants tout bleus. Et il vit avec ses enfants, il leur apprend la pêche, la chasse, un peu à la limite comme quelqu'un qui vit dans le Larzac dans les années 70. Bref, c'est le gros kiff pour lui. Et là, c'est le drame, les humains reviennent sur Pandora. Il faut savoir que ils arrivent pour lui jouer à nouveau un mauvais tour, un peu à l'image d'une Team Rocket maléfique. Et... ils vont le pousser à reprendre la guerre, lui qui ne voulait pas, Qui était Ils un vont grand le pacifiste. pousser à reprendre la guerre, lui qui n'aspirait qu'à la paix, et il va devoir explorer Pandora, et notamment une nouvelle partie qu'on n'avait pas vue dans le premier film, c'est-à-dire un endroit un peu paradisiaque, des îles, des archipels, où ça pêche, où ça a des tatouages maoris, ça ressemble un peu à Vaiana, quoi. C'est vrai, en fait. C'est vrai. Et en fait, il va vraiment devoir se battre pour Pandora encore une fois, et c'est un très beau film. Merci Gaston pour ce synopsis. Bleu, est-ce que tu veux commencer à donner ton opinion, ton avis, tes commentaires sur le film, sur ses qualités esthétiques dont tu nous as parlé en off aussi ? Exactement. C'est marrant que Gaston parle de tatouage maori parce que justement j'aimerais bien faire une petite aparté. Moi mon papa il vit 6 mois de l'année en Polynésie et il a écrit énormément de livres sur la Polynésie. C'est devenu un des spécialistes français de la Polynésie et de toutes ces îles qui sont absolument incroyables, de tous ces archipels qui sont absolument sublimes. Et ça m'a fait un grand plaisir de retrouver un petit peu cette culture-là
parmi d'autres navis, de voir ce lien qu'ils ont à la mer, à l'eau, aux éléments, qui est quelque chose, je trouve, de très pertinent, parce que quand tu vois la culture polynésienne, même si elle est absolument immense et qu'elle diffère énormément selon les îles, les archipels, elle est aussi énormément en rapport avec les éléments, et je trouve ça très pertinent et magnifique. Ouais, c'est une inspiration revendiquée par Cameron, la Polynésie, ou c'est pas... Je pense que oui, quand tu Ouais. vois les Oui, tatouages, honnêtement. Même en termes de... C'est une inspiration clairement évoquée par Cameron, les sociétés... les sociétés types autochtones des différentes régions comme les Maoris ou les Indiens d'Amazonie, etc. Ce sont des thématiques qu'il veut aborder et dont il parle en interview. Oui, tout à fait. On peut imaginer les deux films d'ailleurs comme des films complètement anticolonialistes. C'est assez évident. Les humains dans Avatar, dans l'univers d'Avatar, là je parle pas que d'Avatar 2, les humains dans l'univers d'Avatar, c'est des colonialistes qui se fritent entre guillemets contre des peuples premiers. Des peuples premiers qui sont effectivement technologiquement moins avancés, mais qui sont plus connectés à la planète. En fait, on le voit notamment avec toutes ces histoires de connexion à Eywa, je crois. Oui, Eywa, c'est Eywa, c'est le nom de la Terre. La Terre-Mère. De la Terre-Mère sur Pandora. C'est une sorte de réécriture finalement de ces conquêtes européennes de ces peuples premiers au XVIe siècle notamment. Bah en fait, moi je trouve que c'est une thématique qui est très importante et c'est une des obsessions de Cameron que tu sens clairement dans, pour l'instant, ce diptyque, mais qui va sans doute être une saga beaucoup plus longue d'Avatar. C'est son obsession pour ces peuples, ces peuples-là, de leur culture, magnifier leur culture, leur relation à la nature. Ça va avec son obsession avec l'écologie. En fait, c'est des obsessions de réalisateur qui met en lumière, et je trouve que ça fait un grand bien dans des productions, dans des grandes productions hollywoodiennes, avec des gros budgets qui sont destinés à un public très large, de parler d'écologie, de parler de lien à la nature, d'une manière aussi viscérale que juste observer la beauté de celle-ci, que ce soit dans les grandes forêts de Pandora, les grandes jungles de Pandora du 1 et du début du 2, et les magnifiques plages et récifs coralliens de la voie de l'eau. La vie sous-marine, c'est absolument magnifique, et c'est un des points forts justement dans l'esthétique du film, c'est que même dans les moments de lenteur, dans ce qu'on pourrait considérer dans des films plus classiques, comme des espèces de ventre mou, dans l'idéologie un peu type Marvel, et c'est un peu un renouveau que j'ai là-dedans, c'est que Cameron accepte de passer 30-40 minutes à juste faire des séquences où il montre son bijou, qui est l'univers de Pandora qu'il a créé avec ses équipes. C'est-à-dire que c'est vraiment... j'ai envie de vous montrer ce que j'ai créé et la beauté de ça et comment est-ce que c'est lié à notre propre monde. Il explique dans l'interview que c'est vraiment inspiré de ses rêves. Il a fait beaucoup de rêves en fait depuis même avant la sortie du premier Avatar, donc il y a 15-20 ans. Et il s'est beaucoup inspiré de ses rêves en fait, qu'il a essayé de retranscrire et de dessiner, même si on peut pas retranscrire complètement un rêve, de retranscrire l'émotion, le sentiment avec des dessins. Et c'est un univers incroyable qu'il a développé bien sûr avec toutes ses équipes, mais qu'il a imaginé à partir de ses rêves et qui est fou sur ce point-là. C'est vraiment incroyable. Il y a un film que j'ai longtemps beaucoup aimé, c'est Valérian de Besson, et j'ai jamais compris pourquoi avant de voir Avatar 2 du coup. En fait, de revoir, parce que tu as vu la première heure 2 fois. Certes, une coupure de courant dans ton cinéma, Gaston. C'est une anecdote particulière. J'ai vu 2 fois la première heure d'Avatar 2 à cause d'une sale coupure de courant à l'UGC de Pardieu. Bref, sombre. Mais avant de voir Avatar 2, j'avais vu donc Avatar le premier au cinéma quand j'étais petit, je l'ai revu un peu. Et en fait, j'avais pas vu de film similaire sauf Valérian, qui est pour moi un Avatar raté. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai un certain attachement pour Valérian, c'est qu'en réalité, c'est un film qui, même s'il est raté, m'a rappelé Avatar. Et en fait, c'est des films qui sont tellement rares que ça a toujours tendance à m'émouvoir, même quand le postulat est raté. Parce que pour le coup, chez Besson, c'est raté, donc je vais terminer cette parenthèse-là. Et en fait, Avatar 2 a cette volonté de me présenter des personnages, de me présenter un univers, et en fait, j'en ai pas rien à foutre. Alors que quand on a tendance à essayer de me vomir des personnages
et des univers à la gueule. Ces dernières années, j'en ai de plus en plus marre parce que c'est des univers de Marvel, c'est des univers de Star Wars. Et en fait, j'en ai tellement bouffé que ce qu'a mangé l'oncle du cousin de Luke Skywalker le matin de la bataille de Yavin, ça m'intéresse plus vraiment. Voilà. Alors que là, Avatar, ça a quand même vraiment un sentiment de nouveauté, ça a un sentiment d'innovation qui du coup a tendance à quand même me faire lever sur mon siège et me donner envie d'aller au cinéma, me donner envie d'approfondir cet univers tout nouveau qui a été... Pas tout nouveau puisqu'il a 13 ans, mais en tout cas, cet univers qui a encore beaucoup de surprises à me dévoiler, même 13 ans après la sortie du premier, quoi. C'est vrai qu'il y a une nouveauté qui est quand même remarquable, c'est le lien avec la mer. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis née dans une petite ville en Bretagne où il y a la mer. Je suis née les pieds dans l'eau, si on peut dire. J'ai fait mes premiers pas sur une plage en Grèce. Donc, c'est vraiment un lien que j'ai avec l'eau et qui me parle énormément, notamment dans les scènes où on voit Kiri, je crois qu'elle s'appelle Kiri, l'aînée de la fratrie. C'est possible, ouais, c'est possible. Alors Kiri, pour donner un petit peu de contexte, c'est la première fille de la fratrie. Et on a énormément de scènes avec elle sous l'eau, avec les animaux sous l'eau, parce qu'elle se découvre un réel lien avec tout cet univers aquatique quand elle arrive sur une autre partie de Pandora. Et justement, c'est ça que je voulais aborder, c'est qu'on a, dans ce film-là, dans ce deuxième Avatar, un réel lien avec les animaux. Ici, il est beaucoup plus approfondi. On avait déjà commencé avec le premier, mais ici, il est vraiment analysé. On a la découverte d'un monde aussi beaucoup plus vaste, avec différentes cultures. Le premier plan qu'on voit, on peut discerner Pandora comme une planète, ce qu'on ne voyait pas nécessairement dans le 1, je crois, en tout cas un petit peu moins. On le voit dans le à peu près la même scène quand on voit la lune de l'extérieur. Ok, très bien. Mais parce que c'est vrai que le 1, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais c'est plus développé dans le 2. C'est plus développé dans le 2. C'est ça. Je suis pas du tout déçue parce que je l'ai préféré au premier, pour le coup. Justement, ça, on va en parler après. C'est ça, justement grâce à ce lien avec la mer, avec le milieu aquatique. Par contre, c'est vrai que la fin me laisse un petit peu sceptique parce que j'ai trouvé qu'elle induisait trop une suite, justement. Je trouve que ce Avatar 2 se situe un petit peu dans un schéma de production. En fait, on inscrit ce film dans une trilogie ou alors dans un film à suite. Film à suite, je trouve que c'est un des défauts du film. Je suis pas sûre que ce soit forcément une trilogie. C'est pas une trilogie, justement, il est revenu là-dessus. Au début, il avait pensé à une trilogie avec un film pivot au milieu, et en fait, il a pensé 4 films nouveaux avec son équipe là-dessus, et c'est différent sur des films assez longs. Dans ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est une trilogie avec une espèce de fin au troisième, mais avec une suite et un univers qui serait complété. Une trilogie en plus du premier volet. Pas tout à fait, parce que le premier volet suffit à lui-même, mais le troisième aura théoriquement une pseudo-fin. C'est ce qui est ils en proposent développé. 5 de films. Ils en proposent 5, mais à la fin du 3, il y aurait une espèce de... dans ce qui est annoncé par Cameron dans ses interviews et dans ce qu'il réfléchissait, c'est que le troisième a été tourné en même temps que le 2, et donc il y aurait une espèce de continuité entre le 2 et le 3, et que le quatrième et le cinquième seraient une suite de l'univers, mais on ne sait pas trop quelles implications ça aurait. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que le film avait pas vraiment d'individualité propre au niveau de la narration, mais par contre qu'esthétiquement parlant, il en avait vraiment une et qui se démarquait totalement du premier. C'est vraiment ce que j'ai aimé pour le coup. Et puis il y a des progrès technologiques aussi. Exactement. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable d'un point de vue technique ce qui a été fait. Le film, si ça fait 13 ans qu'il est sorti, c'est pas, enfin que le premier est sorti, c'est pas pour rien. C'est qu'entre temps, alors il y a eu une longue phase de production, de réflexion sur la structuration de la saga, des prochains volets, mais il y a eu également aussi une grosse partie de travail technique. En fait, pour vous expliquer un petit peu en grande ligne, le premier Avatar était une révolution technologique déjà énorme avec la motion capture. Du coup, en fait, on crée les visages des personnages Avatar sur les acteurs directement au moment du tournage, dans des conditions qui sont incroyables puisque c'est très réaliste. Et là, dans ce deuxième volet, la contrainte et le défi, c'est de pouvoir faire ce travail-là de motion capture, mais sous l'eau, puisque le film est en partie réalisé sous l'eau. Et donc, du coup, ils ont construit un énorme sorte une piscine aquarium géante, de bocal en verre immense, dans lequel ils ont tourné les scènes sous l'eau. Donc en fait, ce qui est tourné sous l'eau est vraiment tourné sous l'eau. Les acteurs ont travaillé leur apnée, leur respiration pour tenir pendant plus de 5, 6, 7 minutes, ce qui est énorme en fait. Et donc les scènes sont vraiment réalisées en apnée, ce qui donne un effet de réalisme absolument immense, magnifique. Et donc la technologie est forcément
un élément fort du film, parce que du coup, il y a aussi ce point-là, et il y a le point également de la 3D, parce que le film a été pensé pour la 3D. Moi, je l'ai vu en 3D, on l'a vu en bleu en 3D. C'est un film qui est incroyable d'immersion. C'est-à-dire qu'on en arrive dans la première scène, on est plongé dans le film, c'est pas un gadget la 3D, c'est vraiment un élément qui sert l'univers du film, qui sert l'identification aussi au personnage, qui sert le fait qu'on entre dans le récit. C'est magnifique. L'IMAX, on l'a pas vu en IMAX, mais je pense que ça doit être aussi incroyable. Et pour le coup, d'un point de vue visuel, c'est vraiment très fort. La motion capture, on y croit depuis du début à la fin. Et les plans visuellement, les CGI, les effets spéciaux, c'est autre chose que beaucoup de blockbusters récents. C'est vraiment magnifique. C'est vrai que moi j'ai une grosse thalassophobie qui est un petit peu compliquée à gérer. Et justement, la scène du monstre sous l'eau, pour moi c'était vraiment un enfer, surtout en 3D. Mais ça veut dire aussi que c'est un film qui est très réussi parce que tout est fait en effets spéciaux. Et en même temps, les scènes sous l'eau sont exceptionnelles, sublimes et puis criantes de réalisme, quoi. Comme Avatar 1, là, Cameron réussit l'exploit de recréer un autre film et ses équipes, ils réussissent à créer un film qui a encore, comme le premier, une dizaine d'années d'avance sur la production globale de films aujourd'hui. C'est une même moi qui ne l'ai pas vu en 3D IMAX pour des raisons personnelles parce que j'ai du mal avec la 3D, mais j'irai le revoir en IMAX 3D, je pense, parce que le film m'a mis une claque quand même visuellement sans l'avoir vu comme ça, et j'ai envie de le voir dans les meilleures conditions. Mais le film est en HFR aussi. Parce que en HFR, oui, bien sûr, en dit. HFR. C'est-à-dire que c'est en ultra haute fréquence. C'est filmé avec 120 images par minute selon les séquences, même peut-être tout le film, je sais plus. Non, certaines séquences, pas certaines toutes. séquences. Pas toutes. C'est absolument incroyable parce que du coup, il y a une vitesse de mouvement, il y a une fluidité qui est folle. Et pour dans le coup, l'image. ça, le HFR avait été testé sur d'autres films, notamment Le Hobbit, mais là, contrairement... Et sur Avatar a été ressorti, quand Avatar est ressorti récemment. C'est ça, mais en fait, le truc, c'est que c'est une technologie qui a été perfectionnée et qui, là, pour le coup, ne pose pas problème. Parce que pour les personnes qui savent ce que c'est et voient ou ont peut-être potentiellement vu des films déjà en HFR, là, la HFR ne pose pas de problème visuel. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques soucis ça décroche un peu du film, ça fait des visuels un peu étranges. Là, franchement, elle est extrêmement bien intégrée. C'est-à-dire que là, contrairement à d'autres productions, elle est extrêmement efficace. Pendant très longtemps, moi je l'ai pas vu ce film personnellement, mais j'avais entendu parler du film Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, qui est sorti au début des années 2000, qui était un film qui était très ambitieux aussi pour l'époque, c'était un film qui était entièrement en images de synthèse photoréaliste et qui avait subi beaucoup de critiques à l'époque parce que c'était pas un film la technologie n'était pas encore aboutie. Et il avait été blâmé parce qu'en gros, c'était la vallée dérangeante. La vallée dérangeante, c'est ce concept qui a été développé par un technicien japonais dont j'ai oublié le nom, qui stipule que quand on va voir un film d'animation en 3D photoréaliste, on est à la fois impressionné par la prouesse technique et en même temps, on va se focaliser sur tous les détails qui vont avoir tendance à nous sortir du film. On va se dire là c'est pas complètement photoréaliste, là l'expression est un peu robotique, un peu pas naturelle, et du coup ça va tendance à avoir sortir du film. Là Cameron depuis le premier Avatar n'avait déjà pas ce problème là, et Cameron je pense se surpasse encore en livrant un produit qui est en fait esthétiquement très propre, c'est-à-dire que il y a pas du tout ce truc quand on va voir des blockbusters. Moi j'en vois plus beaucoup pour être tout à fait honnête, hein. J'ai vu cette année, j'ai vu en film de cette catégorie-là, j'ai vu Doctor Strange 2 et j'ai vu mais je trouve que Spider-Man. Il y a un point qui aussi, t'as vu. Ouais, mais Bullet Train, il n'y a pas de, Oui, y a c'est vrai, pas de 3D. Mais je trouve qu'il y a un truc, c'est qu'il ne te sort jamais du film. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un point majeur dans ce blockbuster, dans ce type de production blockbuster, c'est que il se prend au sérieux et il ne te sort jamais du film, et je trouve ça extrêmement bien. Ouais, mais surtout en 3 heures de film. 3 heures de film dans lequel il y a quasiment pas de ventre mou. Enfin, il y a même pas de ventre mou. C'est toutes les parties, enfin les scènes servent en fait à l'ensemble. Et moi, j'ai aussi adoré les moments dans l'eau ou sur l'eau, dans lesquels les enfants en fait sont en train de s'amuser, de découvrir la mer, de découvrir les créatures sous-marines aussi. Enfin, c'est magnifique. Tout est fort. techniquement, on a quand même jamais l'impression de voir des cinématiques de PS4, quoi. Et c'est quand même vraiment C'est ça.
un truc positif. C'est ça, ouais. Et en plus de ça, je pense qu'il faudrait faire le parallèle. Et à mon sens, si on voyait de suite le premier et le deuxième, je pense pas que l'écart technologique sauterait aux yeux. Non. Alors qu'il y a 13 ans d'écart. Et je pense que vraiment, ça c'est fort, c'est qu'il y a une Le continuité. premier était vraiment très en avance. Ouais, il y a une était continuité vraiment en visuelle avance. qui est impressionnante. Ouais. C'est super drôle que Gaston ait évoqué Final Fantasy parce que je pensais vraiment pas que tu le ferais. Et je voulais l'évoquer justement. J'avais envie de faire Karim Debache, toi-même tu sais, C'est dingue. dommage. Karim Debache, on l'aime. J'avais envie de faire un petit aparté justement sur les effets spéciaux parce que je suis une très très grande amatrice des films d'animation et forcément des effets spéciaux, de la motion capture. Et je trouvais ça très intéressant de voir l'avancée de la technologie sur ce point avec Avatar, parce que la texture de la peau a très souvent été une question taboue dans le cinéma d'animation, parce qu'elle était justement irreprésentable réalistement, et puis qu'elle cachait véritablement l'organicité d'un personnage. Et on peut voir dans les premiers films d'animation comme Teen Toy, qui est le premier film d'animation Pixar, qui a été réalisé en 88 par John Lasseter, qui est une légende absolue du cinéma d'animation. Et donc dans ce film-là, on peut voir un bébé qui est terrifiant justement parce que le réalisme de sa peau colle pas du tout, contrairement aux textures comme le métal ou le plastique qui sont elles très bien réalisées. Et justement, ce bébé-là tombe dans l'Uncanny Valley, la vallée de... Comment est-ce que tu disais La ça, vallée Gaston ? dérangeante. La vallée dérangeante, l'Uncanny Valley, dont on parlait tout à l'heure, dans lesquelles on peut mettre tous les robots, les morts-vivants, ces choses-là qui sont à moitié humanoïdes, à moitié pas. Et donc depuis les années 80, le photoréalisme, comme tu l'as dit, a été un réel défi pour les animateurs. Et avec donc ce volet de Final Fantasy, les animateurs japonais ont inventé la technique de la transluminescence en français, qui consiste à en fait superposer 3 couches de peau, une pour les reliefs, une pour les détails et les imperfections, et puis une dernière pour la réflexion de la lumière sur la peau. Et en fait, il faut penser à l'organicité d'un corps, ce qu'il y a sous la peau, et puis à l'environnement extérieur, ce qui est très très bien montré dans Avatar, notamment avec tous les rapports à l'eau, à la façon dont l'eau, l'air, les éléments se répercutent sur la peau, comment les éléments agissent vis-à-vis de cette peau-là. Et ici, c'est très très bien réussi. On voit quand même que c'est une prouesse de technologie et puis une révolution dans l'animation, même si, comme on l'a dit, il y a une continuité esthétique entre le premier et le deuxième. Mais Avatar 2, je trouve qu'il montre vraiment les exploits des avancées dans le domaine des images de synthèse. Quand on voit l'océan complètement désorganisé, en fureur, avec l'écume absolument partout, je trouve ça d'un réalisme incroyable, quoi. Mais au-delà du réalisme et de la technologie, c'est un film qui est extrêmement bien documenté parce que Cameron il est fan il est passionné on va pas dire de plongée, mais d'exploration sous-marine plutôt, ouais, d'exploration sous-marine. Il a fait Abyss, qui est un film que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est un très très bon film. Et du coup là, c'est un film qui forcément au niveau des créatures dont je n'ai plus le nom, mais qui ressemblent à des baleines, ce sont des Les créatures. Tulkun, il me semble. Ah oui, c'est ça, Ouais. les Tulkun. C'est en fait ces créatures qui sont aussi inspirées de baleines et d'animaux sous-marins et qui sont là aussi pour sensibiliser à toute la diversité, la beauté du monde sous-marin qu'on connaît dans notre monde aujourd'hui. Et donc le film est documenté, même si c'est complètement fictionnel ce qui est montré. C'est très fort aussi de voir le travail de réalisme qui provient de notre monde et qui est transmis, retranscrit dans ce monde d'Avatar. Je trouve que c'est ça toute la force de l'univers d'Avatar, c'est qu'il réussit à la fois créer un monde totalement fantastique, futuriste, mais en même temps, il réussit l'exploit de nous plonger dans un univers qui est presque tangible. C'est-à-dire qu'on se dit c'est possible en fait, c'est pas si fantastique que ça. Petite anecdote comme ça, mais j'avais travaillé en sciences et vie de la Terre sur des analyses de créatures d'Avatar parce qu'elles sont tellement réalistes dans leur manière de fabriquer un être vivant fictif qu'en fait on peut presque les classer à la même manière que des animaux terrestres parce qu'en fait elles ont vraiment des caractéristiques d'évolution, des caractéristiques qui sont propres à du vivant. Donc c'est assez intéressant de la manière dont sont créées ces créatures parce qu'elles sont à la fois très proches des nôtres, typiquement comme des baleines ou comme vous pouvez très bien voir des ptérodactyles avec les créatures volantes du premier opus, mais en même temps on se dit ok, en vrai c'est possible, moi j'imagine bien quelque chose comme ça, quoi. Ouais. C'est vrai que pour le coup, les Tulkum m'ont fait un petit peu penser à des baleines dans leur forme d'intelligence, notamment par la parole, dans leur rapport intrinsèque avec les navis. Elles n'ont pas un rapport comme ça avec nous, mais on sait que les baleines sont particulièrement intelligentes, ont un langage très codifié et très compliqué qui fonctionne par des ultrasons. Mais là, ils expliquent que les baleines sont plus intelligentes que les navires, Exactement. en fait.
T'as que les Les Tulkum. Tulkum, ouais. Oui, il est tout le coup, pardon. Mais oui, moi pour le coup, j'avais vraiment l'impression de voir à un moment, il y a quand même une bonne demi-heure, peut-être pas une bonne demi-heure, mais 20 bonnes minutes du je pense, film ouais. où j'ai l'impression de voir un documentaire sur Sea Shepherd avec Paul Watson, quoi. Hein. C'est vrai ça. Pour le coup, c'est vachement intéressant parce que il ne fait pas que s'auto-satisfaire de son univers de science-fiction. Il va plus loin en fait. Son univers de science-fiction, il sert, comme a toujours servi la science-fiction, à dénoncer entre guillemets un petit peu les bah oui, travers de la oui. société actuelle. Et avoir un vrai propos. Voilà, Pour le c'est coup, ça. Il a un vrai propos parce qu'en fait, il ne fait pas que raconter une histoire, il l'utilise pour une thématique très précise qui est à la fois du coup ce qu'on disait sur les sociétés primaires qui sont attaquées par du coup les colons et en même temps pour l'écologie. Tout cet univers science-fictionnel, il nous amène directement à réfléchir sur notre propre univers à nous. C'est-à-dire que notre planète à nous, elle nous paraît encore plus magnifique quand tu sors du film et que tu réfléchis à tout cet univers qui est totalement fictionnel. Putain, on a envie d'aimer notre planète, quoi. Il y a un vrai propos derrière. Il y a un vrai truc aussi, c'est que les antagonistes, c'est les humains. Je veux dire, Oui. il y a des humains qui sont moins pires que les autres dans l'univers d'Avatar, il n'y a pas de souci, mais les antagonistes sont globalement des humains. Et en fait, le fait de penser pendant 3 heures, parce que le film dure 3 heures, le fait de penser pendant 3 heures, je suis avec évidemment les Na'vi contre les humains, ça nous permet aussi finalement, et c'est un blockbuster grand public en plus, parce on n'est pas sur... C'est la grande force, c'est justement sa grande Voilà. force. Et on est vraiment sur un truc où on va changer un peu de schéma de pensée, on va se dire, putain, les méchants, c'est nous en fait finalement. Physiquement, ceux qui nous ressemblent, c'est ceux qui sont en train de niquer la planète, qui sont en train de construire une espèce de Dubaï dégueulasse, au début du film là. Et puis les humains capitalistes, c'est vrai que ça fait quand même écho à pas mal des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, notamment le dérèglement climatique et puis les questions qu'on peut se poser aussi, comme le fait de trouver une nouvelle planète à exploiter. On a pensé à Mars, on a pensé à la Lune, on a pensé à un certain nombre de planètes depuis pas mal d'années. On commence à se poser aussi la question de la migration de l'humanité sur une autre planète, et c'est vrai que pour le coup ça y fait vraiment écho, et ça montre aussi l'impossibilité de l'humain et l'égoïsme de l'humain, l'égoïsme crasse de l'humain à aller habiter une autre planète après en avoir sali une autre, après en avoir détruit une autre. Bah, en fait, je trouve que c'est même clairement dit dans le film. Il y a une partie, bon, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est évoqué dans une partie relativement tôt du film. Il y a un nouveau personnage secondaire qui est la générale qui dit clairement maintenant l'objectif c'est de venir créer une nouvelle terre sur Pandora pour que les humains viennent coloniser et quitter la Terre. Donc je trouve que c'est quand même c'est un point important. Et petit aparté sur James Cameron, il a hésité à arrêter le cinéma pour se consacrer 100% dans la lutte écologique. Ouais. C'est un truc qu'il a dit en interview. Il a dit si je n'avais pas eu les fonds pour faire de nouveaux films Avatar, je me serais consacré dans le militantisme écolo. Ouais, bah pour rebondir sur d'autres thématiques un peu plus éloignées de ces questions morales, éthiques et du propos du film, au niveau de l'action, parce que c'est quand même un film aussi qui a beaucoup d'action, c'est incroyablement bien rythmé, incroyablement bien fait. Il y a une scène dans un navire, un bateau qui coule. C'est pas un spoil, Cameron en parle lui-même, c'est pas très important, on n'explique pas plus en détail ce qui se passe, mais il y a une scène en tout cas dans un bateau qui coule, qui rappelle évidemment Titanic, qui a été réalisé également par Cameron, qui est magnifiquement réalisé. Il y a une maîtrise vraiment forte de la tension, des différents plans où on voit l'eau qui commence à monter. Enfin, c'est vraiment, vraiment très fort. Au-delà de la technologie, on en a parlé, c'est la technologie, le propos, l'action, la mise en scène, enfin tout est incroyable, vraiment. On a peut-être pas l'air assez enjoué à cette idée-là, mais parce que c'est vraiment immense, on parle que ce film-là, mais pour moi, c'est un immense, vraiment immense. Alors, on vous verrez, on va faire un top film dans quelques semaines. Il sera pas dedans parce qu'on a mis d'autres films de l'année et on fait une émission quasiment que sur Avatar aujourd'hui, donc on l'a pas mis dedans, mais bien sûr que ce film-là est dans le top de l'année, si c'est dans le top de la décennie. C'est un film incroyable, on va revenir là-dessus, mais c'est immense. Alors, je vais avoir quelques réticences là-dessus. C'est un film que j'aime beaucoup, mais que je trouve qu'il pêche par plusieurs points, notamment pour comparer au 1 sur justement le scénario et l'histoire. Je trouve que le premier épisode
se suffit à lui-même en termes de scénario. Et le deuxième a quelques lacunes parce que tu sens que plusieurs portes sont ouvertes pour des thématiques qui seront abordées plus profondément dans le troisième opus, j'imagine. Je trouve ça un peu décevant dans un film de 3 heures d'avoir des portes ouvertes où tu vas devoir attendre 2 ans encore pour pouvoir avoir, enfin 2 ans minimum, pour pouvoir avoir la 13. suite. Bon, J'espère pas. il a été tourné, donc il est en post-production, donc normalement on devrait l'avoir dans pas si longtemps que ça, j'espère. Mais avoir des thématiques qui vont revenir dans un troisième opus, et du coup avoir cette espèce de sentiment d'être pas totalement rassasié en termes scénaristiques de certains points d'histoire qui sont fondamentalement très intéressants, notamment sans spoiler l'antagoniste, etc. Il y a des thématiques qui peuvent être très intéressantes à aborder, certains personnages qui sont relativement peu développés dans cet opus, mais je trouve que le troisième opus nous permet à la fois de nous dire que ces thématiques seront abordées, mais en même temps on reste un peu sur sa fin sur celui-ci. Attends le troisième. C'est ça, j'ai envie d'attendre le troisième, mais c'est difficile de dire que c'est un film de 3 heures qui nous laisse sur notre fin sur certains points. C'est pas vrai, je suis pas d'accord, parce que t'as du spectacle, t'as de l'émotion, t'as du le grand spectacle, cinéma dedans. Je vais revenir sur le spectacle plus tard, on en parle de toute manière, mais je trouve que sur cette thématique, c'est quand même un peu léger. Et puis c'est vrai qu'on voit quand même que c'est un film tout public parce que sans spoiler, on a un personnage qui va subir quelque chose de pas dingue et finalement on voit que c'est le moins caractérisé de la fratrie qui va subir cette chose-là. Après c'est vrai que j'ai quelques réserves à notifier sur Avatar, mais c'est vraiment les seules réserves que j'ai à faire parce que de manière globale je trouve que c'est un chef-d'œuvre qui s'inscrit totalement dans la continuité du premier. Je dois quand même parler du manichéisme qu'on trouve parfois dans les personnages féminins notamment. Aussi dans les personnages masculins, mais un petit peu moins. À la base, dans Avatar, ce qui était assez révolutionnaire, c'est qu'on nous avait habitués à la monstration de personnages féminins combatifs. Une espèce d'égalité homme-femme assez essentielle. Et puis là, on retrouve quand même un schéma assez stéréotypé de voilà, les filles qui se font prendre par les méchants et puis les garçons qui viennent les libérer. Je trouve ça quand même assez dommage. Pas et que puis, la mère, quand même, elle se bat. La mère se bat, mais c'est le seul personnage féminin de la famille Sully qui est réellement combatif, indépendant. Puis le personnage masculin de l'antagoniste, je le trouve un petit peu trop manichéen. Pour le coup, je trouve qu'il a pas assez de nuances. Je le trouve trop méchant. On est forcément obligé de le haïr. Et c'est ça, je trouve que c'est une des portes qui est ouverte de thématiques qui pourraient être abordées, mais qui ne l'est pas dans celui-là et qui peut potentiellement être là pour l'autre. Et pour le coup, il représente l'humain, mais je le trouve pas assez humain. Parce qu'on devrait justement montrer un petit peu plus de nuances dans ce personnage-là pour réussir à s'identifier à lui et à se remettre en question en tant qu'humain, en tant que groupe social qui fait du mal à notre propre planète. Pour clôturer cette partie sur Avatar, je trouve qu'il y a un point qui est très satisfaisant, qui différencie Avatar 2 de plein de blockbusters qui sont faits ces dernières années, c'est qu'il se prend au sérieux. Et il se prend au sérieux dans toutes les scènes, que ce soit dans les scènes d'action incroyables, très classe, de navis qui vont se battre contre des méchants. Alors que dans des blockbusters comme Marvel, à chaque scène d'action, on va casser le 4e mur en te montrant que c'est ridicule, c'est du super-héros, c'est un peu bizarre. Là, ils se prennent au sérieux, c'est que on est vraiment plongé dans cette guerre pour Pandora, ces combats, on est plongé à l'intérieur, il y a une vraie tension. Et c'est la grande réussite de ce film de James Cameron qui vient nous prendre aux tripes pour nous parler de thèmes importants comme l'écologie. Et c'est pour ça que c'est un film que je vous recommande absolument d'aller voir. Alors pour finir sur Avatar, juste une petite question, enfin deux petites questions que j'aimerais vous poser. Première question, c'est concernant la sortie d'Avatar aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sort 13 ans après. Pour rappel, le premier Avatar, c'est le film qui a réalisé le plus de chiffres au box-office, le plus d'entrées au box-office de tous les temps. Donc c'est un carton immense, parce qu'il n'y a pas plus. Est-ce que Avatar aujourd'hui, le 2, peut réussir à peut-être pas dépasser le premier, mais en tout cas à rivaliser avec celui-ci et à arriver dans le top 5 des meilleures entrées, parce que c'est ce qui est demandé pour que le film soit rentable. Et deuxième point, du coup, est-ce que, indépendamment des qualités esthétiques, des qualités d'appréciation, de ce que vous aimez ou non dans le film, est-ce que on peut considérer que c'est le film de l'année, voire plus ? Bien sûr que pour moi c'est le plus gros film. Il est peut-être un peu concurrencé cette année uniquement par le Top Gun 2 de Kosinski,
qui reprenait en fait un film de 86 ou de 87, je sais plus, qui est quand même très très culte, Top Gun, le premier du nom, même si c'est pas forcément un film exceptionnel, c'est un film très très culte. Donc Top Gun 2, c'était un film très attendu. Moi, quand je l'ai vu, j'étais très heureux de le voir également. Oui, mais Et- est-ce qu'il l'égale Avatar 2 pour le Non, coup, mais on parle d'attente, hein, je te parle pas de qualité même Ah intrinsèque oui, ni ok, rien. très bien. En termes d'attente, moi, D'attente et d'événements aussi. bah en termes d'attente et d'événements, je me demande si j'avais pas autant d'attentes sur ce film-là que sur Avatar 2. Après, pour le coup, sur cette année-là, il a pas de concurrent pour moi. Il a pas d'autres concurrents pour moi que ce film-là. Pour des raisons tout à fait différentes. C'est deux films tout à fait différents. C'est deux films tout à fait respectables. Et c'est ça qui me plaît dans le fait que j'espère qu'Avatar 2 va marcher. Je sais que Top Gun 2 a été le carton de cette année et j'en suis très très heureux parce que. Alors bon, là, dans les chiffres, avec les 300 000 entrées à sa sortie, rien qu'en France pour Avatar 2, c'est déjà un record pour l'année. En un jour, Et- je crois. Hein, Oui, pas- en un jour, Ouais. oui, en une soirée mercredi. j'espère que ça 000. va se poursuivre. Et Voilà, c'est oui, tout. j'espère que ça va se poursuivre parce que pour l'instant, c'est quand même les records et il bat des records même de l'histoire au cinéma en France. Parce que Top Gun 2, c'est un très gros succès, mais il faut rappeler quand même le succès du premier Avatar. On est loin aujourd'hui, on est en 2022, l'industrie a évolué, les comportements aussi, on a l'avènement de Netflix aujourd'hui, il y a eu le Covid, les gens vont moins au cinéma, est-ce que tout le monde va aller voir Avatar, est-ce que les gens vont retourner prendre leurs habitudes au cinéma pour voir cet événement? J'espère, je le pense. Est-ce que ce sera au niveau du premier? Justement, Est-ce que ce sera au je niveau faisais- des attentes du budgétaire du film? Justement, je faisais ce parallèle avec Top Gun 2 parce que tout simplement, il a fait beaucoup d'entrées aussi. Bien sûr, les gens mais- sont revenus au cinéma pour ce Bien film-là, sûr. donc ils reviendront probablement pour Avatar Oui, mais 2. il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'il y ait plus de monde qui aille voir Avatar. Là, pour que ce soit rentable, en tout cas pour Cameron. Et puis je pense que notre génération a aussi un lien particulier avec Avatar, dans le sens où c'est un film qui est sorti il y a 13 ans, quand nous on était ados, voire enfants, Plutôt enfant pour moi, personnellement. plutôt enfants. Même pour toi, en fait. Et hein. qu'on Ouais, a- pour tout le monde. et On a le qu'on même a- âge, Benoît. Oui, mais je parle de génération, c'est pour ça. Ouais. Ah oui. Et je pense que c'est un film qu'on a attendu pendant vraiment très longtemps, qui nous a marqué quand on était plus jeune, qu'on a attendu de voir pendant des années, parce qu'il a quand même été teasé un petit peu pendant des années et des années. On attendait de voir le deuxième épisode, on il savait était qu'il censé allait sortir devoir... il y a 6 ans quand C'est même, ça, c'est sûr. on savait qu'il allait avoir un deuxième épisode, mais on savait pas quand. C'est vrai que moi, je l'ai attendu très longtemps, ce film, et puis j'ai totalement renoncé à l'idée qu'il y ait un deuxième épisode. Et puis 13 ans après, le revoilà. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçue. Et en plus, il annonce une saga de potentiellement 6 opus. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoutez, on vous conseille forcément, on vous oblige, on vous invite, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous enjoint. On vous... On vous met dans la salle avec des lunettes 3D. Allez ça. voir ce film. Allez s'il voir vous Allez le plaît. voir, allez le voir. Allez le voir aussi dans les meilleures conditions, c'est important quand même. On peut le voir aussi dans une salle d'art et essai, on peut le voir dans des conditions assez simples, mais c'est vrai que le voir en 3D, le voir en IMAX, le voir en HFR, c'est des conditions qui Le sont... voir en 4DX pour oui. prendre de l'eau plein Et- la gueule. Et dites-vous que c'est quand même important de le voir parce que c'est pas une saga comme des Marvel qui revient toutes les années pour prendre sa petite commission sur votre porte-monnaie. Là, c'est tous les 2 ans potentiellement avec la prochaine saga. Donc le voir dans les meilleures conditions, même si ça coûte un peu plus cher, c'est franchement Ça vaut vraiment le coup. ça vaut le coup. Pour Et le coup, prenez ça du vaut énormément le popcorn. coup. Mon Dieu. C'est vrai, c'est important. Enrichissez James Cameron. Profitez de l'événement C'est et... pas le popcorn qui va l'enrichir. C'est ça. Allez-y avec tous vos amis, parlez-en autour de vous, c'est important. Allez voir Avatar, c'est un film incroyable. On en veut plus. On veut plus de blockbusters, on veut plus de gros films comme ça. Plus C'est de monsieur- blockbuster dans ce type, pas plus de blockbuster, Non, mais non, dans ce style, Oui, dans ce style très dans ce précis. style précis, bien sûr. Donc voilà. Plus pour, d'Avatar 2, plus de Top Gun 2, moins de Captain America versus Doctor Strange versus Doctor Fatalis in Asgard. Voilà. in New Asgard. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie de l'émission. On va diviser l'émission en 2 parties aujourd'hui exceptionnellement parce qu'on avait envie de parler beaucoup d'Avatar et on avait pas mal de choses à en dire. Donc on va vous laisser écouter la deuxième partie sur vos plateformes préférées ou également. Voilà, on sortira un deuxième épisode sur les autres films de la semaine, les autres films dont on a envie de vous parler cette semaine-là. Et puis voilà, nous on va s'arrêter sur cette émission, sur ce bout d'émission sur Avatar. On vous recommande, on vous enjoint, comme dit Gaston, à vous abonner sur Instagram, à nous noter sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et autres. Et puis voilà, on vous souhaite pas la semaine prochaine, on vous souhaite dans quelques minutes pour la suite de l'émission. Et puis surtout, regardez des films, regardez Avatar. Beaucoup Avatar. Pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique. Didn't finish?